Chers étudiants, chers élèves maîtres, nous voici de retour pour la continuation de notre étude sur le procès pénal. Comme nous l'avions vu déjà, le procès pénal contient 4 phases. La première, c'est quoi? C'est la constatation de l'infraction, qui est l'œuvre de l'OPJ. La deuxième, c'est la poursuite de l'infraction, qui est l'œuvre du commissaire du gouvernement du ministère public, appelé aussi procureur de la République dans d'autres législations. Et la troisième, c'est le jugement. Et quand on est à l'exécution, cela fera l'objet de notre exposé. Alors, sans perdre de temps, le jugement c'est quoi? Le jugement, comme nous l'avons dit, c'est une phase du procès pénal. C'est la phase décisive qui est tracée par la loi et qui est constituée de toute une série d'activités et qui permettra non seulement à la personne en cause de connaître son sort, mais de pouvoir aussi se défendre. Nous allons voir comment on le fait. Mais ne l'oublions pas, le procès pénal peut prendre le caractère d'un tribunal de simple police, nous l'avons vu, ce sera au tribunal de paix. Le procès pénal peut prendre ici le caractère d'un tribunal correctionnel, au tribunal de première instance. Et le procès pénal peut prendre également le caractère d'un procès criminel. Un procès criminel, dans ce cas, nous pouvons avoir soit un procès criminel avec assistance de jury, soit un procès criminel sans assistance de jury. Alors, commençons par le commencement. Nous commençons avec le tribunal de simple police. Le tribunal de simple police, c'est le tribunal qui juge les contraventions. Et le juge de paix qui siège dans ce tribunal et hérite quand bien même une structure plus ou moins souple. Voilà pourquoi on se plaît à dire que le tribunal de paix est une juridiction d'exception. Il y a des choses qui peuvent se faire au tribunal de paix et qu'on ne peut pas faire ailleurs. Nous l'avons déjà vu. Mais dès qu'on parle de jugement et dès qu'on parle de tribunal, il y a 4 petits mots qui nous reviennent. Nous pouvons les réduire à 3. Mais je considère quand même que ce sont 4 petits mots qui doivent nous revenir. Premièrement, la compétence. Deuxièmement, la saisine. Troisièmement, la preuve. Il n'y a pas de procès pénal sans preuve. Et enfin, la décision. Je ne parlerai pas de recours. Je ne parlerai pas de recours dans cette vidéo. Je parlerai de recours la prochaine fois dans un autre cours et sur les voies de recours. Alors, le tribunal de cette police, c'est le tribunal qui juge les contraventions. Comment peut-on saisir le tribunal de cette police? Le tribunal de cette police peut être saisi soit par la dénonciation de l'officier de police qui, en quelque sorte, a décidé de mettre la main au collet du prévenu. Il peut être également saisi par la requête de la partie qui est lésée et qui cherche la justice. Et il peut être saisi également par renvoi. Oui, il peut être également saisi par renvoi. Et il peut être également saisi soit par la comparution volontaire des parties. D'où ce caractère spécifique que l'on a attribué au tribunal de paix et ici particulièrement au tribunal de cette police qui juge pour sévir contre
celui qui enfreint la loi, celui qui viole la loi et qui mérite d'être poursuivi. Alors, l'article 134 du CIC, c'est le code d'instruction criminelle qui est toujours en vigueur, dit clairement que cette instruction sera publique. Donc, vous aurez beaucoup plus d'informations, beaucoup de précisions dans les articles 134 et suivants, qui diront clairement, ces articles diront comment doit se dérouler ce procès. Donc, le procès pénal par devant le tribunal de Saint-Police. Alors, l'instruction sera publique, comme je viens de le dire, à peine de nullité, selon l'article 134. Le juge interrogera le prévenu après lecture des procès-verbaux et il pourra entendre également les témoins. Oui, il entendra les témoins, il auditionnera les témoins selon ce que la loi prescrit en cette matière, car il y a toute une législation qui dit comment on auditionne. Comment on auditionne, j'ai bien dit, et les témoins. Les témoins doivent être auditionnés et n'oubliez pas, les témoins doivent prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, sur l'article 137 du CIC. La loi prévoit également qu'on peut sévir contre les témoins qui ne diront pas la vérité ou bien qui ne se présentent pas. La loi dit ce qu'il faut en faire également, même au tribunal de Saint-Police. Si la partie citée ne comparaît pas, on peut la juger par défaut. Oui, on peut la juger par défaut. Et la loi dit dans quel délai. Eh bien, ce jugement aura effet d'une part, et comment on attaque un tel jugement. Je ne resterai pas dans ce petit détail pour le moment. Et si le juge estime maintenant, nous sommes à la décision, n'est-ce pas? Si le juge estime qu'il n'y a pas d'infraction ou qu'elle n'est pas prouvée, eh bien, il acquitte le prévenu en vertu de l'article 141 du CIC. Si au contraire la contravention est prouvée, il condamne le prévenu. Il condamne le prévenu. Si au cours de l'instruction, il arrive à l'évidence et qu'il est en face de délit, il se déclare incompétent, il renvoie le dossier de l'affaire ainsi que le prévenu au commissaire du gouvernement conformément aux prescriptions de l'article 142 du CIC. Donc, vous verrez avec nous que le juge peut siéger à charge d'appel, comme il peut siéger en dernier ressort. Ce que nous verrons davantage quand nous verrons les recours. Alors, toujours dans le cadre du jugement, le jugement pénal, le procès pénal qui se tient au tribunal de première instance, c'est le tribunal de première instance qui siège en ses attributions correctionnelles. En ces attributions correctionnelles, eh bien, la loi dit comment effectivement qu'il faut saisir, le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel est saisi par citation directe donnée par le commissaire du gouvernement. Mais cette même citation peut être également donnée par la partie civile. Mais ne l'oubliez pas, exceptionnellement, donc on peut se retrouver dans le cas où le tribunal correctionnel est saisi par renvoi. Le tribunal peut être saisi par renvoi. Et un dernier cas qui est très important, le tribunal correctionnel peut être saisi d'office. L'article 157, je crois, du CIC permet au juge qui constate en son enceinte un délit peut immédiatement d'office entendre l'affaire et prononcer
dit le mot du doigt dans l'affaire qui oppose les partis et conformément à la loi. Donc, la forme de la citation, nous l'avons déjà vu. La loi dit comment doit se présenter la citation. La citation ne peut pas se présenter n'importe comment. Hein? Donc, une citation mal concoctée peut causer de graves préjudices à celui qui fait la demande. Le tribunal peut ne pas être saisi conformément à la loi. C'est l'article 166 du CIC qui régit la procédure en matière correctionnelle. Et là encore, l'instruction sera publique. C'est ce que la loi dit, à peine de nullité. Cependant, si le tribunal ne peut pas, par une disposition spéciale, ordonner un huis clos, oui, pourquoi pas? Oui, le juge peut, il a des pouvoirs discrétionnaires. S'il veut protéger, par exemple, les bonnes mœurs, il peut choisir. Et il va motiver sa décision. Il ne fera pas comme ça. Il ne fera pas comme ça. C'est pas comme bon lui semble. C'est pas un beau matin que le juge décide et dit bon, je ferme toutes mes portes. Je ne veux voir personne. Non. Il faut que la décision soit motivée. Et par exemple, le juge qui veut pour protéger les bonnes mœurs, qui ne veut pas, par exemple, entendre un enfant et au vu au-dessus de tout le monde, peut choisir, vous voyez, de l'entendre à huis clos. Mais il va motiver sa décision. Il ne pourra pas décider tout bonnement et en fonction de ses sentiments. Non. Donc, la loi trace également la procédure à partir de l'article 166. Et la loi dit comment faut-il effectivement procéder pour pouvoir connaître du sort du prévenu. N'oubliez pas, le prévenu peut se présenter à la barre comme il peut se faire représenter. Il peut se présenter comme il peut se faire représenter. Donc, la prison n'est pas obligatoire. La contrainte n'est pas obligatoire en matière correctionnelle. Okay? Donc, malheureusement, la tendance de tout un chacun, c'est que dès que vous êtes devant le juge pénal, donc l'objectif, même, on le fait même devant le tribunal et de cette police. L'objectif, c'est de vous contraindre. Et le juge et même les demandeurs, quand ils ne voient pas quelqu'un en tôle, ils ne se sentent pas en sécurité. Donc c'est une mauvaise mentalité. C'est une mauvaise mentalité. Bon, en tout cas, la loi dit également que si le fait n'est réputé ni crime ni délit, alors le prévenu est acquitté et doit être mis en liberté immédiatement. Si le fait n'est qu'une contravention de police et si le ministère public ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal applique la peine de cette police en vertu du principe qui peut le plus et peut le moins. Et le renvoi peut être demandé aussi en tout état de cause puisqu'il s'agit d'une incompétence rationnée matérielle. Si le fait est un crime, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt et renvoie le prévenu devant le juge d'instruction compétent. Si le fait est un délit de police correctionnelle et que la culpabilité du prévenu soit reconnue, le tribunal prononce la condamnation qui ne peut porter que sur le fait dont il a été saisi. Pour les recours, on en reparle dans un autre cours. Ok? Maintenant, nous sommes au jugement à caractère criminel. Comme nous venons de le dire, c'est le tribunal de première instance qui a plénitude de juridiction qui écoute les affaires criminelles. Le tribunal criminel peut être un tribunal criminel avec assistance du jury quand il s'agit de crimes de sang. La loi dit comment
les détails ont été, si vous voulez, élaborés dans le cours que nous avons eu en présentiel. Si il y a connexité, s'il y a connexité pour les autres crimes qui ne sont pas des crimes de sang, eh bien, le tribunal criminel sera un tribunal sans assistance de juge. Alors, ceux qui connaissent bien leur droit pénal spécial, ils savent qu'est-ce qui est crime, qu'est-ce qui n'est pas crime. Ce n'est pas ici, dans ce cours, que vous allez apprendre qu'est-ce qui est crime, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais en fait, le tribunal criminel connaît les crimes suivant la gravité et suivant la catégorisation. Donc ce sera un tribunal avec assistance de jury, ce sera un tribunal sans assistance de jury suivant le cas. Laissez-moi vous dire en gros quelque chose de très important que vous devez saisir. Vous devez vous rappeler que dès qu'on parle de procès pénal, eh bien, nous avons, si vous voulez, des informations importantes que nous devons connaître. Oui, des informations que nous devons connaître. Des informations qu'il faut maîtriser même, je m'en allais dire. Et en cette matière, nous ne faisons parler que la loi. Quel est le sort qui peut être réservé à un jugement? Et n'oubliez pas, je dis jugement, je dis jugement. C'est-à-dire la décision en question. De quoi s'agit-il exactement? Oui, nous sommes dans un procès criminel, un procès pénal, excusez-moi, et dans un procès pénal. Donc, le procès pénal peut connaître 3 sorts. Le premier sort, un acquittement, ça veut dire le prévenu ou l'accusé, après avoir été jugé en fonction des principes que nous avons déjà élaborés, il est reconnu non coupable. Le verdict dit qu'il est non coupable. Le juge prononce son acquittement et il ordonne qu'il soit mis en liberté s'il n'est retenu pour autre cause. C'est le premier sort. Le second sort, c'est l'absolution. On en parle peu, mais le coupable peut être absous, l'accusé, le prévenu, il peut être absous lorsque, tout en étant reconnu coupable, il ne peut être condamné. Il ne peut être condamné. Ah, ça peut arriver. Certains vont vous dire, c'est un non-sens. Oui, il y a différence entre acquittement et absolution. Nous parlons d'absolution quand l'accusé ou le prévenu, même étant coupable, ne peut être condamné, soit parce que le fait ne constitue ni un crime ni un délit, et qu'il n'est pas possible de l'application d'une peine déterminée, cela arrive, soit parce que l'action publique est prescrite, soit parce qu'il existe une excuse absolutoire au profit du prévenu ou bien de l'accusé. Donc ça, c'est l'absolution qui est différente de l'acquittement. Quand il y a acquittement, le prévenu ou l'accusé est reconnu non coupable. Tel n'est pas le cas pour l'absolution. Le prévenu ou l'accusé peut être reconnu coupable, mais il y a des circonstances qui ne permettent pas de le condamner. Le troisième sort, c'est la condamnation. Le troisième, c'est la condamnation. Si la culpabilité est reconnue, si le juge reconnaît que les faits reprochés
à celui qui est sur la sellette, eh bien, ont été prouvés et qu'il y a lieu de le condamner, il le condamne, et il peut le condamner à la prison, il peut le condamner à l'amende, il peut le condamner également à la réparation civile. Ne l'oubliez pas, je ne reviendrai pas sur des détails que nous avons abordés depuis très très longtemps. N'oubliez pas que dans toute action pénale, il y a une double action, l'action publique et l'action civile qui peuvent être intentées ensemble ou séparément. Une fois de plus, vous me ferez grâce de ne pas mettre l'accent sur les petits détails et surtout sur les recours, c'est-à-dire sur le sort de la décision, que ce soit en matière de simple police, que ce soit en matière en matière correctionnelle et en matière criminelle. Je vais seulement à la fin de cette vidéo et vous dire en peu de mots quel est le sort de chacun et de chacune de ces décisions. Mais je ne vais pas traiter du recours proprement dit. Je ne vais pas entrer dans les détails du recours. Mais permettez que je continue pour dire quel est le rôle. Alors, quelle est la composition d'abord de chacun de ces tribunaux et quel est également le rôle que les acteurs doivent jouer. N'oubliez pas, il y a toujours trois parties dans un procès pénal. Il y a la partie principale, il y a la la partie civile et il y a la partie la plus importante, c'est le prévenu ou l'accusé suivant le cas dans lequel on se retrouve. Donc, le tribunal de paix, siège du tribunal de simple police, est affranchi de toute une série de formalités. Vous ne trouverez pas un ministère public, vous ne trouverez pas un huissier audiencier, et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, n'est-ce pas? Donc c'est bien dommage. Et en fait, c'est la loi qui le dit. Il ne faut pas choisir de gré ou de force de dire qui peut être dans un tribunal de ce police. Mais la loi le dit. La loi accorde une certaine souplesse à la procédure en cette matière. Hein? Et la loi est un petit peu souple en cette matière. Donc, on peut même recourir à un greffier ad hoc, pourvu qu'il prête serment. Hein? Le greffier nommé par l'État peut ne pas se présenter, et pour une raison ou pour une autre, et le juge. Il peut siéger également n'importe où, d'où le caractère exceptionnel de ce degré de juridiction qu'on appelle plutôt une juridiction d'exception. Il n'y a pas de ministère public. Tandis que, au correctionnel, il y a un ministère public. Oui, il y a un ministère public. Il y a un ministère public. Et le rôle du ministère public, c'est de faire quoi? Le rôle du ministère public, c'est de mettre l'action publique en mouvement. C'est lui qui prend la parole en premier. C'est lui qui fait l'exposé de fait quand il ne demande pas à la partie civile de le faire. Donc, il a le droit de saisir directement le tribunal correctionnel et il le fait par citation directe, comme nous l'avons déjà dit. Il est libre d'opter pour la voie de l'information, et parce que en matière correctionnelle, l'instruction est facultative. Il peut décider, même s'il s'agit d'un délit, de renvoyer le dossier, de déférer le dossier par devant le juge d'instruction. Donc, mais nous sommes, ne l'oubliez pas, nous sommes par devant le tribunal correctionnel. L'article 166, comme je viens de le dire, traçant la procédure, et nous sommes obligés de respecter la procédure, vous voyez, comme elle est tracée par la loi. Alors, que dit l'article 166? L'article 166
Donc, un bon avocat doit connaître, maîtriser l'article 66. Ouais, c'est le bréviaire de celui qui est au correctionnel. L'instruction sera publique à peine de minutes. C'est le ministère public qui prend la parole en premier, ou bien il peut demander à la partie civile de le faire, ok, ou bien au défenseur de la partie civile de faire l'exposé. Les procès-verbaux seront lus par le greffier, les témoins seront entendus, ok, donc, et il appartient au juge d'interroger, ouais, la partie civile, hein, et il appartient au juge d'auditionner les témoins. Les témoins peuvent être également interrogés par le ministère public à l'audience et par les autres parties également. Et la partie qui refuse de prendre tel avantage en posant des questions. Donc ce sera à son corps défendant. Donc il perdra tel avantage que de droit. C'est tout mal. Mais l'oralité des débats permet. Permet à tout un chacun de tirer de tirer parti, si vous voulez, les avantages. Vous voyez, quand il faut poser des questions, à chaque fois que le juge qui dirige les débats, eh bien, le permet. Et dans le cadre de ses prérogatives également. Donc, il y a deux parties. N'oubliez pas, il y a deux parties. Quand les témoins sont entendus, eh bien, les débats particuliers sont fermés. Les débats particuliers sont fermés et c'est les débats généraux qui vont commencer avec l'exposé du ministère public qui va donner ses conclusions et qui va dire s'il faut poursuivre et s'il reconnaît que le délai est constant, il va faire telle demande auprès du tribunal. Donc ce sera également à la partie civile d'intervenir, oui, la partie civile interviendra. Et le clou de tout ça, c'est la défense. Il n'y a pas de procès pénal en dehors de l'intervention du Conseil de la défense. Le défenseur, la partie civile comme la partie principale ne sont pas plus importantes que la défense. La défense, c'est l'ossature même du procès pénal. Donc c'est à ce moment qu'intervient l'avocat de la défense. Vous voyez, c'est à la défense dans les parties, j'ai bien dit, dans les débats généraux. Mais tout ceci ne peut se faire sans qu'il y ait une interrogation en bonne et due forme du prévenu si nous sommes au correctionnel, et plus tard de l'accusé si nous sommes au criminel. Donc, toutes les formalités ont été remplies. Les prévenus et les personnes civilement responsables du délit auront toujours la parole en dernier. Sinon, ce sera une violation de principe sacramentel. Ok? Violation de principe qui peut même provoquer, vous voyez, l'infirmation de l'œuvre en cas de recours auprès de la juridiction d'appel. Le jugement sera prononcé de suite. À la rigueur, le juge peut renvoyer le prononcé de sa décision à la plus prochaine audience. Mais tel n'est pas le cas en matière criminelle. Ah oui, en matière criminelle, c'est autre chose. Et là, la procédure est plus complexe. Et c'est encore le commissaire du gouvernement en tant que ministère public qui est chargé de poursuivre, qui prendra la parole. Ok? Et
la procédure est tracée suivant le cas. S'il s'agit... Alors, quand je dis prendre la parole, c'est parce que je change de mot, de préférence. En fait, c'est lui qui prend l'initiative. Cette initiative, c'est quoi? C'est d'abord, il faut qu'il y ait une ordonnance de non-lieu. Il faut qu'il y ait une ordonnance. Excusez-moi. Il faut qu'il y ait une ordonnance de renvoi. Il faut qu'il y ait une ordonnance de renvoi. Et il faut également un acte d'accusation. Sans ces deux actes, donc le tribunal criminel ne peut pas être saisi, que ce soit au criminel, que ce soit au criminel avec assistance de juge, que ce soit au criminel sans assistance de juge. Donc, et comment on procède? Bon, là, la question est vraiment complexe. On ne peut pas procéder n'importe comment. Je vais même faire une vidéo spéciale pour les cas de jugement et au criminel. Mais laissez-moi résumer quand même. Criminel, j'ai bien dit, au criminel, on peut avoir affaire soit à un crime qui demande que l'accusé soit jugé. Mais laissez-moi à ce niveau conclure pour vous, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Comme je vous le disais tantôt, dès qu'il y a décision de justice, ou encore toute décision de justice est sujet à un recours. Le principe dit que la défaite du droit est toujours provisoire. Il est donné à tout jugement rendu par un tribunal de connaître un rejugement. Mais la loi dit comment il faut le faire, ce que nous verrons dans une autre vidéo. Mais laissez-moi vous dire d'abord que le jugement, la décision rendue par le tribunal de Saint-Police peut être sujet à un recours si le tribunal de Saint-Police a condamné de la peine d'emprisonnement le prévenu, ou si les amendes, restitutions et autres des réparations civiles excèdent la somme de 50 gouttes. Ça, c'est l'article 148 du CIC. Cet appel sera interjeté dans un délai de 10 jours à partir de la signification de la sentence à personne ou à domicile. Elle se fait par déclaration au greffe et la loi dit ce que l'appel représente en matière d'exécution. Ce que nous verrons la prochaine fois. Mais, si la décision est rendue également par défaut, donc on recourra à l'opposition. L'opposition et l'appel ne peuvent pas être intentés en même temps. Les deux ne peuvent pas être cumulés. Mais si la décision rendue par le tribunal de Saint-Police, si la décision n'emporte pas de condamnation à des peines d'emprisonnement, et si les conditions que nous avons évoquées dans l'article 148 ne sont pas respectées, c'est-à-dire si les amendes de restitution ne dépassent pas 50 gourdes, cette décision ne peut être attaquée qu'en cassation. On ne peut exercer qu'un pourvoi en cassation. Donc là, on dit que le juge décide en dernier ressort. Qu'en est-il de la décision rendue en matière correctionnelle? Les décisions rendues en matière correctionnelle ne sont attaquables que par devant la cour d'appel. Donc, cette décision permet au demandeur de pouvoir s'assurer de l'examen, de nouvel examen des faits, parce que l'appel a un caractère dévolutif. Ce que nous verrons quand nous allons parler
et les voies de recours. N'oubliez pas, je l'ai toujours dit, il ne faut pas l'oublier non plus, que la Cour de cassation ne juge pas le fond des affaires. La Cour de cassation, généralement, juge la forme, se prononce sur la forme. La Cour peut casser, annuler et renvoyer les parties par devant une juridiction de même degré. Nous verrons les détails, les exceptions qui existent en cette règle, en cette matière, donc quand nous allons voir le recours en bonne et due forme. Mais il ne faut jamais l'oublier. Donc, les décisions rendues au correctionnel, j'ai bien dit, au correctionnel, sont susceptibles de recours par devant la Cour d'appel, qui connaîtra à nouveau l'affaire en vertu du principe du double degré de juridiction. Quant aux décisions criminelles, elles ne sont attaquables que par devant la Cour de cassation. La Cour de cassation va connaître les espèces criminelles, les décisions qui ont été rendues en matière criminelle, et la Cour appréciera et va chercher à savoir est-ce que la loi a été respectée, est-ce que la loi n'a pas été violée. Et dans les cas que nous connaissons, quand la loi est violée, quand il y a excès de pouvoir, eh bien, quand la loi le permet, eh bien, la Cour annule, casse et renvoie. Contrairement à la Cour d'appel qui peut infirmer une décision et en même temps connaître le fond de l'affaire. Ce n'est pas la même chose. On reviendra sur les questions relatives au recours. Donc, chers amis, j'espère que cet exposé, ce résumé, va vous permettre d'avoir une idée de ce qui vous attend dans le cadre du procès pénal. J'espère également que vous avez fait une bonne provision. Donc, attachez-vous, bien sûr, à la loi et ayez vos codes en main et creusez, piochez dans les jurisprudences. Vous allez faire bonne provision et vous pourrez bien affronter les examens. À bientôt.